Alors que la Switch est en train d'exploser le record de la console avec le plus de jeux Zelda, rappelons-nous qu'avant ça, c'était la Wii U la référence, même si c'était principalement des portages. Et si t'avais acheté une Wii U, c'est que t'étais déjà le roi des N-Sex, donc t'avais probablement déjà retourné tous les épisodes principaux de la série. Du coup, il te restait quoi à découvrir quand t'étais archi fan de Zelda? Ben des jeux qui s'en rapprochent. J'en ai présenté plus d'un sur la chaîne depuis ses débuts, alors j'avais envie de les regrouper ici. Vous en connaissez beaucoup, vous, des jeux Wii U sortis en 2017 ? Et vous en connaissez beaucoup des Zelda-like sortis en 2017 ? Non, pas un Zelda, un jeu qui essaie de ressembler à Zelda mais qui est en fait grave différent. Ben figurez-vous qu'il existe un Zelda-like sur Wii U et qu'il est sorti après Breath of the Wild. Et je suis pas en train de vous parler d'un petit jeu indé inconnu sur l'eShop qui existe qu'en dématérialisé et où le développeur avait que 7€ de budget. Non, je vous parle d'un vrai jeu 3D sorti en boîte. Beaucoup ne le savent pas et pensent que Breath of the Wild a été le dernier jeu en boîte sur Wii U, si on compte pas les Just Dance, mais non, puisque le 23 mai 2017 sort Darksiders War Mastered Edition. Un remaster donc d'un jeu sorti en 2010 sur PS3 et 360 et ils se sont dit « Eh viens, on fait une version Full HD 60 FPS sur PS4, Xbox One et Wii U ?» Qui a écrit ça? Ça va être chaud, non? Et oui, c'était chaud pour la Wii U parce qu'il devait y avoir une sortie mondiale le 29 novembre 2016, en même temps que sur PS4 et Xbox, mais la version Wii U a pris du retard, aucune nouvelle date annoncée, puis la Switch est sortie, les gens croyaient déjà que la version Wii U de Darksiders était annulée et allait sortir sur Switch à la place, mais non. Et bim! Fin mai, le jeu sort, et ça c'est tellement beau pour cette petite console qu'il fallait que je m'achète le jeu. Et on va l'unboxer ensemble, je pense que je vais être le seul youtubeur qui fait encore des vidéos unboxing de jeux Wii U en 2021. Bon, en fait, rien d'intéressant à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est marrant. Ils disent que le jeu est en 60 FPS parce qu'ils ont dû reprendre les jaquettes des autres versions console, mais c'est de la grosse publicité mensongère. Le jeu tourne en 30 FPS avec des chutes de framerate. J'ai le jeu sur PS3 donc j'ai pu comparer. Bah, c'est la même chose, les mêmes graphismes. C'est juste que sur PS3 c'est en HD et sur Wii U c'est un peu plus de la Full HD, donc c'est légèrement plus fin. Mais ça se voit seulement quand tu passes rapidement de l'un à l'autre. Et ça te fait réaliser à quel point la fluidité, c'est 10 fois plus important que la résolution pour rendre un jeu plus beau. Et au rayon des ajouts du Wii U Gamepad, c'est juste que le jeu est streamé sur la tablette, donc tu peux éteindre ta télé et jouer en mode portable chez toi. Bon, et tant qu'on y est, il est bien ou pas ce Darksiders? Je vais pas en faire une vraie critique, hein, mais je peux vous dire rapidement ce que j'en ai pensé. En gros, c'est un God of War avec une caméra libre. Mais c'est un beat'em all que je trouve pas très satisfaisant, parce que comme d'hab, tu passes ton temps à faire des combos et des esquives, mais l'esquive est pas assez vive, il y a comme une mini latence. En plus, au bout de ta course, elle fait stopper ton perso net sur place, quelques instants avant de pouvoir le redéplacer. Donc tu te fais toucher par les ennemis, alors que niveau timing, dans des jeux comme Nier Automata, Bloodborne ou God of War justement, ça serait passé crème. Et il y a trop d'ennemis qui se répètent avec beaucoup trop de points de vie. Pour moi, c'est pas du tout un Zelda-like. D'ailleurs, je trouve qu'on utilise ce terme à tort et à travers pour désigner des jeux qui n'ont rien de ce qui fait l'essence des jeux Zelda. Je trouve la série des Zelda tellement unique que j'arrive pas à trouver un jeu qui soit pas fait par Nintendo et qui reprenne pourtant la construction complète de ces jeux-là. Souvent, il suffit d'une petite mécanique similaire à Zelda pour qu'on dise « Ouais, Zelda-like », alors qu'en fait, la plupart, c'est juste des beat'em all. Story of Thor, beat'em all, Darksiders, beat'em all, Immortals Phoenix Rising, beat'em all en open world. Depuis 2010, j'ai toujours entendu que Darksiders c'était un Zelda-like. Mais en fait, la marque Zelda c'est tellement vendeur que les développeurs rêvent que de ça qu'on fasse le rapprochement avec leur jeu. Donc parfois ils intègrent un donjon avec une porte verrouillée à ouvrir avec une clé, et ça suffit pour obtenir la distinction. Mais pour moi, un Zelda-like, ça devrait être un style de jeu qui me fait ressentir des sensations similaires à un Zelda. Le plaisir d'explorer un univers vaste et dépaysant, le plaisir de sortir des sentiers battus et de se perdre sans être importuné par des vagues et des vagues d'ennemis à buter à la chaîne en matraquant 2 boutons. Bon, c'est pas vraiment Darksiders que je critique là, parce que c'est loin d'être un des pires du genre, mais je trouve que le beat'em all, c'est un des styles de jeu les moins inspirés et les plus débiles qui soient, et les plus faciles à faire pour une équipe de développement. C'est pour ça qu'on en a autant au lancement d'une console. Sur PS3, Genshi, c'est de la merde. Sur PS4, Knack, c'est de la merde. Sur PS5, Godfall, j'ai pas joué mais ça a l'air d'être de la merde. Vous avez remarqué que plein de jeux à licence sont des beat'em all aussi? Parce que quand t'as 0 inspi, c'est le plus simple. Tu prends le héros, un bouton pour frapper, et tu balances des centaines d'ennemis devant lui. Voilà, amuse-toi jeune enfant avec tes jeux vidéo. J'ai une question. Quel est votre jeu préféré du lancement de la Wii U? Allez, on répond en commentaire ou dans sa tête. C'était en 2012. Si les jeux se bousculent pas, c'est normal, hein. Je vous laisse quelques secondes de plus. Allez, on va dire que c'est bon. Est-ce que vous arrivez à isoler un gros jeu solo qui soit pas honteux? Moi, je pense en avoir un. C'est Darksiders 2.
Quelques vidéos en arrière, je vous ai présenté Darksiders 1, qui pour rappel est un jeu Wii U sorti en 2017 après Breath of the Wild, et ça c'est rare. Darksiders 2 lui par contre est sorti exactement au lancement de la console en 2012. Camouflé derrière des titres comme Zombie U ou cette daubasse de New Super Mario Bros. U. Il y avait pour la première fois depuis des lustres, enfin des jeux d'éditeurs tiers sur une console Nintendo. Batman Arkham City, c'est le 2 quoi, Tekken Tag Tournament 2, Epic Mickey 2, Trine 2, Call of Duty Black Ops 2 et donc Darksiders 2 qui vient rejoindre la liste des deuxièmes épisodes de ces séries qui pour la plupart n'avaient même pas sorti le 1 sur une console Nintendo. J'avais envie de le tester mais je mettais pas mes attentes très haut. Et quelle ne fut pas ma surprise en voyant qu'il était bien meilleur que le premier, et ce pour la simple raison qu'il ressemble moins à un beat'em all et plus à un action RPG. Exit les vagues interminables de sac à PV à affronter dès le début de l'aventure, là le rythme est plus posé. Tu montes de niveau, tu récupères des pièces d'équipement qui vont te rendre plus fort avec le temps, il y a des quêtes annexes et un monde plus ouvert, mais c'est pas un open world non plus. Il se la joue moins jeu pour rebelle émo que le premier, c'est moins trop dark t'as vu. Et c'est un vent de fraîcheur ces environnements enneigés. Ces plaines que tu peux parcourir sur ton cheval, les différents embranchements dans ton exploration, le nouveau gameplay qui rend les déplacements bien plus souples avec la possibilité de grimper et de courir sur les murs, ça rajoute une dimension plateforme très bienvenue, surtout pour un action RPG. Il a une qualité que j'ai bien aimée aussi, et qui me donne encore plus envie de me balader. C'est sa bande-son. Non pas que les mélodies soient extraordinaires, mais les sonorités médiévales typées jeu de rôle occidental passent trop bien avec les vastes environnements que tu parcours. Honnêtement, au lancement de la console en 2012, c'était le meilleur jeu solo que tu pouvais te prendre sur la console, je pense. Avec Mass Effect 3 peut-être. Mais je sais pas, je l'ai pas encore fait. Parce que c'est pas avec New Super Mario Bros. U qu'un fanboy Nintendo avait l'impression de passer à la next-gen. Ça vous semble sans doute acquis que les jeux d'éditeurs tiers puissent sortir sur la Switch, mais avant ça, Nintendo était complètement laissé pour compte. Sur Nintendo 64 déjà, bon, légèrement moins sur GameCube, mais quand même, totalement à l'écart sur Wii, et donc voir enfin des jeux comme Assassin's Creed, Call of Duty ou Darksiders sortir sur la Wii U, c'était exceptionnel. Mais ça a pas duré. Les éditeurs ont vite compris que c'était pas une poule aux œufs d'or, et après 2014, Nintendo ne pouvait compter que sur eux-mêmes. Aujourd'hui, la Wii U a de très chouettes jeux, mais c'est vrai qu'on en fait vite le tour parce que tout le monde mentionne souvent les mêmes. C'est pour ça que je voulais vous présenter un titre plus obscur auquel on pense pas naturellement quand on parle de la Wii U, mais qui est un ajout solide à son catalogue. Alors, c'est loin d'être un incontournable, ni un des jeux à faire en priorité sur la machine parce que son level design est pas toujours très ouf, et parce qu'il apporte rien de nouveau aux jeux vidéo. Mais si vous en cherchez un qui coûte pas cher comme prétexte pour rebrancher votre console sous-côté préférée, bah j'espère que je vous aurai donné une idée. Vous voulez une autre idée ? Assassin's Creed 4. C'est le dernier Assassin's Creed à être vraiment sorti sur console Nintendo, si on compte pas son portage sur Switch des années après. Et je pense que c'est le jeu d'éditeur tiers le plus gros qui soit sorti sur Wii U. Parce que de toute façon, après 2013, il y a plus que Nintendo qui sortait des jeux dessus. Franchement, pour l'époque, c'est pas mal. C'est bien fait, t'as des gros bateaux sur l'eau, des baleines, des grandes villes, plein d'habitants, le cadre Caraïbes est sympa visuellement. T'as envie de t'investir. Puis après, tu réalises que GTA V était sorti un mois avant, et était quand même mieux fait en termes d'open world. Mais balèque, on n'a pas eu GTA V sur Wii U, donc Assassin's Creed 4, ça vaut quoi ? Bah y a plein d'éléments jouissifs franchement. Les grandes zones détaillées, le fait de pouvoir grimper partout, se jeter d'une tour, découvrir des îles sur son bateau... Non, le squelette du jeu est super. Le problème, c'est qu'il a rien de plus. Un scénario pas captivant, des missions méga répétitives, les mêmes que dans tous les Assassin's Creed. L'intérêt d'un grand monde, c'est de faire des quêtes annexes, mais là tu fais les mêmes activités en boucle, ou alors tu récupères un des 3000 collectables. Et puis moi qui ai eu l'habitude de le voir tourner sur des consoles plus puissantes, là sur Wii U c'est pas fluide. C'est une vingtaine d'images par seconde. C'est con sinon, j'aime bien l'environnement, naviguer au hasard, c'est juste que là c'est trop tard. À l'époque c'était pas le top, mais aujourd'hui on a fait tellement mieux que c'est dur de s'y investir maintenant. Il y a des jeux comme ça, tu sens que t'as raté le coche. Mais si tu pars pas du principe que tu dois le finir, si t'as joué à aucun autre Assassin's Creed, et si t'étais qu'un joueur Nintendo à l'époque c'était très probable, franchement, tu peux quand même bien t'amuser dessus une dizaine d'heures. Je l'ai intégré ici parce que depuis Breath of the Wild, escalader des tours c'est rentré dans l'ADN de Zelda, et puis les balades en bateau ça peut rappeler Wind Waker. Mais c'était pas le seul Assassin's Creed de la Wii U.
Un an avant était sorti Assassin's Creed 3, et si pour vous le 4 c'était Too Much Water, là vous avez un jeu d'action-aventure plus classique, mais il est tellement long à démarrer avec des missions pas très inspirées que j'aurais du mal à le recommander à côté des autres épisodes. Mais bon, sur Wii U c'est pas comme s'il y en avait d'autres, on en a eu que 2 de la série. C'est ouf que même Rogue, il l'ait pas porté, alors qu'il est bien sorti sur PS360 en 2014. Vous avez vu comment je dois me creuser la tête pour essayer de trouver des jeux qui peuvent de près ou de loin s'apparenter à des Zelda-like. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette appellation, parce que ce que j'aime dans un Zelda, c'est un tout, ce savant mélange d'exploration, de puzzle et d'action. Il me fait fondre, c'est mon style de jeu vidéo préféré. Mais en vrai, en dehors de Nintendo, il en sort très peu qui cochent toutes ces cases. Donc j'ai plus qu'à vous présenter un jeu qui a une skin Zelda, mais rien de tout le reste. Avant de parler du jeu en lui-même, j'ai envie de faire un peu d'histoire, parce que c'est super important de mettre les choses dans leur contexte, surtout quand on fait des vidéos Wii U. Pourquoi les fanboys Nintendo achètent-ils leur console? Vous avez 2 secondes. Trop tard pour Mario et Zelda. Et l'idée même d'avoir enfin le premier Zelda next-gen en HD faisait bander plus d'un N-Sex. Seulement, rien. Rien n'a été montré avant 2014, pas un trailer. On avait bien un Wind Waker HD pour nous faire patienter fin 2013, mais en 2014, il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose saveur Triforce à nous faire bouffer. Et depuis le temps, on la connaît la douille des Musso, mais à l'époque, c'était encore nouveau les Warriors-like. La majorité des gamers connaissaient pas, et les joueurs Nintendo, n'en parlons pas. Ah bah si, parlons-en des joueurs Nintendo, on est là pour ça. Bon bah d'accord, un joueur Nintendo qui a acheté la Wii U avant 2014 se retrouve fort dépourvu quand les exclus ne furent pas venus. Poil au cul. Et donc il va donner sa chance à chaque exclu qui sort parce que c'est pas non plus comme s'il avait l'embarras du choix. Et moi-même je dois bien reconnaître qu'Hyrule Warriors c'était quelque peu attirant au début, ne serait-ce que pour contrôler un Link adulte au design réaliste, en HD pour la première fois. Peut-être même était-ce un avant-goût du design du véritable prochain épisode. On ne le savait pas. Vous le savez, mais avant, vous ne le saviez pas. Ce qu'on savait par contre, c'est que ça allait taper à l'œil des fans de voir tous ces clins d'œil aux épisodes précédents avec tous les personnages jouables, les objets dans les coffres, les musiques, ou alors peut-être que tout ce fanservice malhabile allait-il nous donner la nausée. Nul ne le savait non plus. À part moi, parce que mon oncle travaille chez Nintendo, et j'ai les codes pour voir Zelda à poil, et même que je savais que Splatoon 3 allait sortir, et que Satoru Iwata il est pas vraiment mort, il bosse en cachette sur la Switch Pro. Hyrule Warriors est un jeu bouche-trou, un beat'em all nappé de sauce Zelda pour faire genre il y a des jeux Nintendo sur une console qui en manquait cruellement depuis plus d'1 an. Un beat'em all je disais. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez à quel point j'adore ça. La différence ici, c'est qu'il y a une dimension jeu de stratégie. Il y a une grande map avec des zones à capturer. Elles se font régulièrement envahir par des hordes d'ennemis, donc en plus de marteau-piquer tes boutons comme un teubé pour les vaincre, il faut aussi un peu réfléchir à quelle zone il vaut mieux aller défendre en priorité, quitte à perdre le contrôle des autres. Il peut y avoir une notion de sacrifice même parfois. Et donc tu cours au travers de la map, à faire des allers-retours pour refaire le cul aux centaines d'ennemis qui débarquent. Seulement avec cette formule, le gameplay c'est tout le temps la même chose. Martel de bouton traverse la map, martel de bouton traverse la map, martel de map traverse le bouton, etc. Et chaque map, ça dure pas 10 minutes, c'est plus d'une demi-heure. C'est long je vous jure. Et niveau ressenti, t'as l'impression d'y avoir passé 2 heures même. À ce stade-là, les personnes saines d'esprit auront déjà posté une annonce sur le bon coin pour revendre le jeu à un autre pigeon. Pour les autres, il reste plus qu'une seule carotte pour avancer. L'enrobage Zelda. Réécouter les mêmes bruitages qu'on entend depuis 30 ans, voir où va l'histoire, voir quel prétexte ils ont pondu pour rajouter des nouveaux persos à chaque chapitre, parce que tous ces persos qui se rajoutent, c'est pour essayer de te faire oublier la répétition du gameplay. Et même si chacun a le choix entre plusieurs armes, tu vas très vite faire le tour des combos possibles. Ce qui me fait peur avec le gameplay des Musso, c'est que tu peux facilement rajouter 10 heures de durée de vie avec un simple copier-coller de 3 lignes de code. C'est pour ça qu'il y a autant de Dynasty Warriors-like sortis ces dernières années. Il y a juste à changer l'enrobage, la licence pardon, pour ferrer de nouveaux poissons. En somme, c'était intéressant que quand t'étais en manque de Zelda et qu'il te fallait impérativement ta dose sur ta nouvelle console. Il y avait la satisfaction d'avoir le Link réaliste dans une vraie HD, et pas cartoon pour une fois. Avec un petit exercice mental, tu pouvais presque duper ton cerveau en lui faisant imaginer à quoi pourrait ressembler le prochain Zelda Next Gen, mais aujourd'hui presque aucun intérêt d'y jouer. Au moins ça nous a permis d'ouvrir les yeux, on se fera pas avoir une deuxième fois. Quoi? Il y a 4 millions de ventes pour Hyrule Warriors, l'ère du fléau? Bon, tout compte fait, nique les copies, autant se refaire une énième fois les jeux originaux. Ça fait longtemps, très longtemps que vous attendez ces portages sur Switch. Il serait peut-être temps de se faire une raison, non? Moi, la raison, elle est venue fin 2017 quand j'ai compris que les portages Wii U allaient arriver au compte-gouttes parce que Nintendo n'avait aucune raison de se presser. Parmi ces fameuses exclus Wii U, il y a bien sûr 2 gros coups de cœur, Zelda The Wind Waker HD et Twilight Princess HD. Bon, je sais que j'abuse en disant exclus Wii U, alors que c'est même pas des vrais jeux Wii U, c'est des remasters de jeux GameCube.
Mais alors, c'est sans aucun doute les meilleures versions aujourd'hui pour se faire ces excellents jeux. Et c'est pour ça qu'autant de joueurs veulent les voir arriver sur Switch. Notamment pour enfin y jouer sur une console portable. Moi perso, des jeux pareils, je veux les apprécier sur tout sauf un petit écran. Des jeux aussi grands, je veux me les faire sur une télé à la hauteur. Et c'est là que la Wii U intervient. Brancher à un écran, graphiquement, que ça soit sur Wii U ou Switch, le résultat serait le même. Et pour les plus dingos d'entre vous, je vous rappelle que vous pouvez presque jouer à ces jeux en mode portable directement sur votre Wii U Gamepad avec la télé éteinte. Tant que vous sortez pas de votre appart et que vous tolérez que ça soit que du 480p sur l'écran de la mablette. Mais non, ne tolérez pas ça. Jouez sur votre télé et vous verrez que les gros jeux prennent une nouvelle dimension quand ils sont plus sur un écran de 15 cm. Ces versions HD sont formidables. Non pas qu'elles ajoutent spécialement du contenu inédit exceptionnel, c'est Nintendo donc ça reste ultra fidèle aux jeux originaux, si ce n'est que dans Twilight Princess, avec l'amiibo Link loup, tu déverrouilles une zone de combat de monstres. Pas très intéressant, mais tu peux réutiliser l'amiibo dans Breath of the Wild pour que le loup te suive dans tes aventures. Ça c'est original. Et donc à part ça, pas de donjon inédit, pas de quête en plus ou je ne sais quoi. Non, mais quelques ajouts de confort qui permettent à ces jeux de rester modernes. Et qui manquent cruellement, crois-moi, quand tu retournes sur les versions GameCube qui ne les ont pas. Qu'est-ce qui fait que les versions HD de Wind Waker et Twilight Princess sont les meilleures ? Je vais vous donner 8 raisons. Déjà, elles sont en HD. Pouvoir y jouer tranquillement en 16/9 sur sa télé moderne via un câble HDMI sans s'embêter avec des vieux câbles composites, c'est déjà cool, mais les jeux ont été lissés, quelques textures affinées, et encore aujourd'hui ils sont vraiment pas moches. Surtout Wind Waker, qui a un style qui vieillira peut-être jamais. Comment ça ? Les longs voyages en bateau de Wind Waker ont vieilli ? La version HD apporte une nouvelle voile ! La voile rouge qui va bien plus vite et qui a toujours le vent qui souffle derrière elle. Ça évite de devoir sortir sa baguette pour changer la direction du vent à chaque virage. Et ça rend la navigation tellement plus fluide et moins pénible. On a encore plus envie d'explorer toutes les petites îles ou chercher la Triforce. Ah, vous vous souvenez de cette quête de la Triforce très lourdingue dans la version originale ? Là, elle a été drastiquement réduite. C'est plus aussi répétitif, et c'est bien plus rapide à faire dans la version HD. Du coup, le jeu se finit plus vite, c'est cool. Wind Waker est pas très long, faut le savoir. Et une fois fini, tu déverrouilles le mode héroïque. Ça te permet de le refaire avec une difficulté plus élevée, une bonne occasion de s'y replonger avec plus de challenge si tu connais déjà bien le jeu. Par contre, dans Twilight Princess, le mode héroïque est dispo dès le début. Ça, c'est pratique. Ça met le jeu en mode miroir par contre. Mais c'est cool parce que en fonction de si t'as découvert le jeu sur GameCube ou sur Wii, la droite et la gauche étaient inversées, vous le savez. Et là, sur la Wii U, t'as le choix entre les deux en fait. Donc tout le monde s'y retrouvera. En parlant de s'y retrouver entre sa droite et sa gauche, vous aussi vous souffrez quand vous retournez sur des vieux jeux qui ont une caméra manuelle inversée, avec aucune solution pour la modifier dans les options ? Moi ça faisait que dans Wind Waker, jamais je bougeais la caméra. Mais sur Wii U, c'est réglé. Tu la bouges comme tu veux, alors t'as plus à te torturer, à réapprendre à ton cerveau comment en bouger une caméra il y a 20 ans. Et la visée au joystick, vous vous en souvenez ? C'est pas ce qu'il y avait de plus rapide et précis. Ici, heureusement, tu peux te servir du gyroscope de la mablette, et ça rend l'utilisation de l'arc, du boomerang ou du grappin bien plus naturel. Niveau ergonomie, bien sûr, comment ne pas citer l'écran tactile, qui comme sur les portages 3DS de Ocarina of Time et Majora's Mask, permettent d'avoir un accès instantané aux objets. Grâce à l'écran de la mablette, même plus besoin de casser le rythme de la partie en passant par le menu. Pareil pour la carte, accessible à tout moment. Et enfin, dernière raison d'y jouer sur Wii U, c'est qu'ils arriveront probablement pas sur Switch. Bon, tant qu'on y est, l'occasion est trop belle pour pas que je vous dise ce que je pense de ces deux jeux. Je vais pas vous en faire une critique approfondie aujourd'hui, mais je peux déjà rapidement vous donner mon avis, ne serait-ce que pour vous donner envie d'y jouer. Déjà, si on considère que c'est des jeux GameCube, ce qui est le cas, c'est une prouesse. Sur la génération 128 bits, on en a eu très peu des jeux aussi riches, ambitieux et bien conçus. Même sur PS2 et Xbox. Je trouve que Nintendo avait une sacrée longueur d'avance sur la concurrence, surtout pour le style action-aventure. Ce qui fait que, même bien des années plus tard, c'est toujours très sympa à jouer et ça a pas vieilli contrairement à des milliers d'autres jeux de cette époque. L'aventure rythmée de Wind Waker est trop charmante et prenante. Mais en y rejoignant récemment, j'aimais tout de même une petite réserve. Il n'est pas aussi excellent que dans mes souvenirs. Le début est ultra prometteur, et après une dizaine d'heures, je trouve qu'on se sent un peu seul. Ça manque de quêtes annexes,
Les îles sont finalement peu nombreuses et il n'y a pas grand chose à y faire. Il n'y a qu'une seule ville et il n'y a pas ce sentiment de grand voyage. Le jeu est court pour un Zelda, et c'est pas pour me déplaire, mais il y a quand même un sentiment d'inachevé. Comme si la sortie du jeu avait été précipitée. Mais bon, je chipote pour apporter de la contradiction après toutes mes éloges. Je sais que je suis un N-sex, mais parfois j'essaye de brouiller les pistes. Twilight Princess en revanche est bien plus riche en contenu. Je sais que son univers mature, trop dark, t'as vu maintenant je suis une grande personne, agace un peu certains joueurs, mais moi ça me dérange pas. Le jeu est profond, et on y voit plein de choses, en façade, comme en y creusant. Seul truc qui me dérangeait, c'était les phases en loup de la première moitié de l'aventure. Je trouvais ça chiant à la longue. Mais dans la version HD, ils les ont raccourcis, il y a moins d'insectes de lumière à récupérer. Allez hop, 9ème raison de se prendre les versions HD. Franchement, je vois pas un jeu 128 bits plus riche que Twilight Princess. Dites-moi en commentaire si vous en voyez un, mais moi je sèche là. Et en bonus, c'est pas un jeu natif Wii U, mais comme la console est parfaitement rétrocompatible avec les disques Wii, la tentation était trop grande pour ne pas vous citer le Zelda-like qui ressemble peut-être le plus à un Zelda 3D. Okami, j'ai jamais eu l'occasion de m'attarder dessus sur la chaîne, donc je vais le faire, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai changé d'avis récemment. Je l'avais commencé à l'époque sur PS2, mais il m'avait saoulé assez vite, alors je l'avais lâché. Entre temps, il a connu des tonnes de portages, mais la première fois qu'il est apparu sur console Nintendo, c'était sur Wii. Et à sa sortie, la détection de mouvement, c'était un sacré argument pour un jeu pareil qui consiste à utiliser un pinceau pour dessiner dans le décor. C'était plus immersif que de jouer au joystick. Imaginez si le jeu avait été porté sur Wii U, on aurait pu se servir du tactile même. Malheureusement, pour nous autres, adorateurs de la Wii U, la seule version HD d'Okami qui existe sur console Nintendo, elle est sur Switch. C'est con parce que c'est surtout la Wii U qui manquait de Zelda-like. Mais que ça ne vous dissuade pas non plus de jouer sur votre Wii U à la version Wii d'Okami, hein. Déjà parce qu'elle est pas chère, et en Occident c'est la seule version physique du jeu sur console Nintendo, vu que la version boîte sur Switch est sortie qu'au Japon. Et c'est pas comme si Okami HD sur Switch tournait à 60 images secondes. Le jeu a toujours été capé à 30 FPS sur tous les supports, donc ça fera pas une grosse différence. Ok, sur Wii U, c'est pas du 1080p, mais après une heure, on fait même plus attention à ça. Parce que le jeu a quand même trop de charme visuellement. Ce cel shading, toutes ces couleurs quand tu ravives un environnement plongé dans les ténèbres, tout ce folklore japonais, qui passe aussi par les musiques, j'aime beaucoup le cadre. Après, en termes de gameplay, s'il faut comparer à ce qui se fait à peu près à la même époque, avec un loup aussi, faut reconnaître que Zelda Twilight Princess, en 2006, il avait déjà un côté next-gen, là où Okami, ça sent que c'est un jeu avec des rouages PS2. Mais plus j'avançais, plus je kiffais. Il apporte régulièrement de nouvelles idées, donc faut pas s'arrêter à l'intro un peu trop longuette du jeu. Tout ce blabla pas captivant laisse progressivement sa place à un monde plaisant à parcourir et à explorer en quête de distractions annexes. C'est vraiment comme ça que je conçois un Zelda-like. Un jeu avec pas trop de combats, où je kiffe l'univers, où je me sens libre de me balader pour faire des choses pas obligatoires, sans que ça soit contraint par une surcouche RPG qui bloque délibérément ma progression si je fais pas de grind. Non, Okami, il a le bon goût des jeux qui étaient faits plus simplement. À l'époque, c'était très riche, mais comparativement aux jeux modernes, il a une simplicité que j'ai bien aimée. Et puis le pinceau céleste, encore aujourd'hui, c'est une chouette idée de gameplay. C'est utilisé à plein de niveaux, et ça remplace en quelque sorte l'obtention de nouveaux objets dans Zelda. Là, tu débloques des nouveaux dessins à faire, qui donnent de nouveaux pouvoirs, et qui donc te motivent à retourner dans les zones précédentes pour déverrouiller de nouveaux accès. Mais c'est pas obligatoire, c'est juste pour le kiff. Encore une fois, les vrais Zelda-like, ça courait pas les rues. Alors même si c'est un portage, Okami, c'est un super ajout à la ludothèque Wii. Et Wii U. En le lançant la première fois, j'ai été très surpris de voir que ce portage Wii, il avait été réalisé par Ready at Dawn, le studio qui a fait plein de jeux PSP pour Sony, Daxter et les God of War. Sur PS4, ils ont même fait The Order 1886, mais étrangement, c'est pas un studio Sony, même s'il a été fondé par des anciens de Naughty Dog. Là, ils appartiennent à Oculus. Mise à jour de 2024, Facebook a fermé le studio il y a un mois. Et la seule fois où ils ont fait un écart sur console Nintendo, c'était sur Wii pour ce Okami. Et c'était du bon boulot, parce que je le rappelle, la Wiimote marche bien avec ce gameplay. Et figurez-vous que le stylet aussi, c'est pour ça qu'Okami a une suite sur Nintendo DS. Bim, un Zelda-like de plus. Un petit point culture pour les plus jeunes.
Vous vous demandez peut-être par quelle sorcellerie je joue à la DS sur ma Wii U. Eh ben c'est 100% officiel sans bidouille, c'est la console virtuelle de Nintendo. Et oui, quand t'as la Wii U, t'attends pas la Nintendo Switch Online pour te lancer dans du rétro. Nous, la Game Boy Advance, elle est dispo depuis 10 ans, hein. Et la Nintendo DS, je doute sérieusement que ça sorte un jour sur Switch. Parce qu'elle offre pas toute la versatilité qu'apportait le gamepad pour retranscrire les innombrables expériences qu'on trouvait sur DS. Entre les jeux où faut tenir la console sur le côté, ceux où faut regarder les deux écrans en même temps, ceux où faut parler dans le micro, ou ceux qui se jouent intégralement au stylet, comme ce Zelda, c'est pas toujours très simple à émuler. Et pourtant la Wii U s'en tire avec les honneurs, grâce notamment à tous ces modes d'affichage qui te permettent de jouer à la DS sur ta grande télé, ou 100% sur le gamepad. Mais si vous êtes un vilain pirate, vous êtes même capable d'ajouter des ROM de jeux DS qui ne sont pas disponibles sur le store, comme Okamiden, un Zelda-like de fin de vie de la DS que j'ai testé pour l'occasion sur un grand écran de télévision. Et bordel, c'est trop mignon. C'est la suite pas très connue du premier Okami. Si vous étiez deg d'avoir une vue de haut dans les Zelda de la DS, Okamiden, c'est encore ce qui se rapproche le plus d'un Zelda full 3D à la Ocarina of Time. Techniquement et artistiquement, c'est dingue pour de la DS en fin de vie. Oui, c'est sorti en mars 2011 chez nous, une semaine avant la sortie de la 3DS. Le début est un peu longué, à base de triggers d'événements avec des PNJ et beaucoup de dialogues, mais ensuite c'est cool, tu peux explorer les zones, résoudre des énigmes, te battre contre des ennemis, peindre le décor. C'était la grosse feature du Okami original, le pinceau céleste, donc quand il s'agit de dessiner, ça se prête bien au stylet. Mais résultat, contrairement à Zelda où tu sais que tu dois constamment tenir le stylet, dans Okamiden, t'arrêtes pas d'alterner entre boutons et tactile. Ça peut être usant. Et le jeu a une construction un peu vieillotte. Il est pas hyper original dans ses mécaniques quand on y retourne en 2023. On sait pas toujours quoi faire pour avancer. Mais ça fait tout de même plaisir de compter un jeu aussi ambitieux sur la petite DS. Il pourrait presque se faire passer pour un titre 3DS. Par contre, l'autre ombre au tableau, c'est qu'il a pas été traduit en français. C'est rare chez Nintendo. Normalement, c'était plutôt sur PSP qu'ils laissaient les jeux en anglais. Et c'est tout ce que j'avais à vous présenter sur la Wii U. Plus le temps passe, plus les Zelda évoluent, plus le terme Zelda-like devient flou. Est-ce qu'on fait référence aux épisodes 2D, comme tous les jeux indés qui reprennent le style des donjons de Zelda 1 ? Est-ce qu'on s'appuie plutôt sur la formule Ocarina of Time, comme Okami ? Ou on part sur encore autre chose avec un open world systémique ? Le fait que ça soit un genre compliqué à résumer en un seul terme, je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire que Nintendo s'enferme pas dans une seule formule avec Zelda. Echoes of Wisdom nous le prouve. J'espère que cette sélection vous a plu, moi ça me permet de souffler un peu, de recycler des anciennes vidéos, parce qu'autrement personne va fouiller dans l'historique de ma chaîne pour regarder les vidéos que je me suis cassé le cul à monter en 2021. Vous, faut vous pré-mâcher le travail, il faut que ça atterrisse directement dans votre flux d'abonnement. Je le sais, je suis pareil. Soit, je m'adapte. C'est aussi l'avantage de parler de consoles mortes. Paradoxalement, ça vieillit moins que de faire des vidéos sur l'actu. Si j'avais fait que des réactions à des news depuis 6 ans, il y aurait peu d'intérêt pour vous à ce que je les déterre. Allez, je vous laisse, et que la Wii U soit avec vous.